Bienvenue dans la Labo d'Hippocrate. Je suis Léo, médecin en fin de formation et fondateur de H, un écosystème digital de prévention dont le premier outil sera bientôt votre assistant santé préféré, Hippocrate. Ici, avec des experts, on casse les idées reçues et on vous donne les clés simples pour mieux comprendre votre santé et prendre soin de vous au quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour. Professeur Somme, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Labo d'Hippocrate. Je vais vous demander un petit peu de vous présenter, s'il vous plaît, avant de commencer le sujet du jour. Ok, je suis gériatre, je suis professeur de gériatrie à la faculté de médecine de l'Université de Rennes. Je suis chef du pôle qui s'appelle SAMU, SAMUR Urgence, médecine interne, gériatrie et soins palliatifs, dans lequel il y a le service de gériatrie au CHU de Rennes, principalement actuellement sur des activités en rapport avec les patients, les personnes qui habitent en EHPAD. Ok. Ça marche. Alors aujourd'hui, on va aborder du coup le sujet du vieillissement. C'est un sujet qui est quand même assez en vogue en ce moment, mais plus dans un sens un peu particulier qui est le comment ne pas vieillir, comment euh, éviter à tout prix justement les stigmates du vieillissement. On va aborder les choses d'une manière un petit peu différente. Et moi, je commence toujours un peu par une question simple. Qu'est-ce que c'est vieillir? Ouais, c'est pas une question si simple que ça, parce que il y a beaucoup de façons de répondre à cette question en réalité. Alors, je vais commencer par celle qui me parle le plus, c'est que vieillir, c'est une expérience. Je pense que c'est une expérience particulièrement humaine. Bien sûr, nous ne sommes pas les seuls organismes sur Terre à vieillir, mais je pense que si on veut comprendre l'ensemble de ce qu'on met dans le terme vieillir, je pense qu'il y a quelque chose d'humain et notamment de particulier dans le vieillissement humain. Après, il y a plein de choses autour du vieillissement. Il y a des mécanismes de sénescence, donc c'est de la biologie, où il y a des dégâts qui peuvent se produire au niveau des cellules au cours du temps. Mais on n'est pas seulement que des cellules. Ça ne résume pas l'expérience du vieillissement, mais c'est présent certainement, et je pense qu'il ne faut pas non plus l'enlever de ça. Et puis, il y a quelque chose aussi en rapport avec la longévité, c'est-à-dire la question de l'approche de la mort. Nous sommes mortels et donc vieillir, c'est quand même se rapprocher de l'échéance. Donc je pense que c'est important aussi de se dire finalement, il y a à la fois une expérience, quelque chose de très positif et aussi quelque chose qui fait un petit peu peur. Puisque ça nous rapproche de la fin, forcément, puisqu'on est a priori tous mortels. Donc voilà, je pense que je dirais pour vous faire une réponse simple à la question qui ne l'est pas, mais j'aurais tendance à mettre ces trois dimensions-là peut-être en, en dialogue. Alors après, en tout cas, ce que ça n'est pas, peut-être, c'est peut-être plus important de se dire aussi ce que ça n'est pas, le vieillissement. Et je pense que je vais défendre l'idée durant cet épisode, en tout cas de dire que ça n'est pas une maladie. Ça n'est pas quelque chose qui nous condamne. Nous n'avons pas un petit tic-tac dans notre corps qui compte le moment où ça va se terminer. Voilà. Et ça, je pense que c'est important de le signifier parce que sinon, il y a comme deux façons d'envisager globalement la, les écoles autour du vieillissement. Il y a deux façons. Il y a en gros une grosse école qui s'appelle l'anti-aging medicine. Et donc, on voit bien, c'est écrit dans le titre, que la raison d'être de cette école-là, c'est de bloquer, de trouver un moyen de bloquer ou d'empêcher le vieillissement. C'est l'anti-aging medicine. Donc, ça existe et il n'y a pas de raison de penser que cette école de pensée je dirais, absurde. Elle existe, elle a pignon sur rue, il y a des chercheurs qui travaillent dedans. Mais moi, je m'inscris plutôt dans une autre approche du vieillissement qui est la question de
care for elders, c'est-à-dire l'idée de se dire, finalement, le vieillissement, c'est possiblement ou plausiblement, en tout cas à l'heure actuelle, un phénomène inéluctable. Et donc, on va plutôt faire en sorte que ça se passe le mieux possible, sans réellement chercher à empêcher le vieillissement. Donc, moi, c'est plus mon approche globale. Et ce que je trouve un peu, enfin, intéressant avec le vieillissement, c'est que on a l'impression un peu que vieillir c'est mal, que c'est quelque chose de mauvais, alors que bah, le vieillissement c'est là en fait. On n'y peut rien et forcément, comme vous dites, ça fait partie de la vie. C'est comme si on disait la mort c'est mal. Oui, mais sans la mort il n'y a pas la vie. Donc c'est difficile, je trouve, de d'être en accord avec les gens qui s'opposent tout de suite à ce vieillissement. Alors après, il y a le côté physique, le côté un peu mental, et ça, on reviendra dessus. Je pense que c'est, comme vous dites, c'est une expérience qui se vit, et donc tous les vieillissements dépendent aussi de beaucoup de l'image qu'on en a nous-mêmes. Oui, oui, c'est certain. Mais cette peur, elle vient de deux choses, à mon avis. Euh, la première, c'est que, bien sûr, on a peur de mourir. Je pense ça fait partie intégrante de l'être humain jusqu'à un certain point. Bien sûr, il y a des gens qui se suicident et puis il y a des gens qui n'ont plus cette peur de mourir. Mais globalement, si on regarde l'humanité au sens général, globalement, il y a quand même plus de gens qui ont peur de mourir que de gens qui n'ont pas peur de mourir, quoi. Et donc, du coup, forcément, l'idée de se dire, ben, les années qui nous restent à vivre sont forcément moins nombreuses avec le temps qui passe. Donc ça, c'est un premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est la peur d'être malade, la peur de devenir moins performant, mais moins performant parce qu'on est malade. Et ça, c'est pas une peur, je dirais, absurde, parce que ce que l'on constate, et il faut bien le regarder autour de nous, c'est que les personnes âgées sont plus souvent malades que les personnes plus jeunes. Si vous niez ça, vous niez la réalité concrète qui fait que ben, les personnes qui viennent voir les médecins généralistes, comme les personnes qui sont aux urgences, sont plus souvent des personnes âgées que des personnes jeunes. D'accord? Et ça, c'est lié à quoi? En fait, c'est lié au fait que toutes les pathologies chroniques sont l'association d'une exposition à des facteurs de risque pendant un certain temps sur un terrain génétique donné. Et ça donne toutes les maladies chroniques. Quand je parle de maladies chroniques, je parle aussi bien de diabète que d'insuffisance cardiaque, que de coronaropathie, que de maladie d'Alzheimer, je ne sais quoi, enfin, d'arthrose ou de l'ostéoporose, toutes les maladies chroniques. D'accord. Or, les maladies chroniques sont les maladies les plus fréquentes aujourd'hui. C'est ce qui, je dirais, fait le quotidien du médecin, c'est la gestion des pathologies chroniques, beaucoup plus que des pathologies aiguës. Et en réalité, donc, du coup, quand j'ai dit la définition, je suis passé sur un terme pendant un certain temps. Et ce petit terme pendant un certain temps, il vous explique que forcément, les personnes âgées ont plus de probabilité d'avoir atteint ce pendant un certain temps qu'une personne jeune. Donc, eh ben, il n'est pas illogique de voir que les personnes âgées sont plus touchées par les maladies chroniques que les personnes jeunes. Ainsi, par exemple, je prends toujours cet exemple parce que le trouve intéressant, la dégénérescence maculaire liée à l'âge n'est pas liée à l'âge. Si la dégénérescence maculaire était liée à l'âge, il y aurait un moment où 100% de la population serait atteinte de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et ce point-là n'existe pas, ou en tout cas n'a pas encore été trouvé, si jamais un jour il l'est. En fait, ce qu'il est, c'est que la dégénérescence maculaire c'est sa fréquence qui est liée à l'âge. On devrait dire dégénérescence maculaire dont la fréquence est liée à l'âge. Un peu plus vite, bien sûr. Et là, bien sûr, on comprend que bah, comme ce sont des expositions très longues à des facteurs de risque qui produisent la DMLA, eh bien, on n'en a jamais à 20 ans parce qu'on n'a jamais réussi à 20 ans à être exposé suffisamment longtemps à ces facteurs de risque. Il faut attendre une quarantaine d'années pour les plus jeunes, malheureusement. Et puis, pour certains d'entre eux, ils auront la DMLA à 70 ou à 80 ou à 90. C'est un facteur qui est vraiment important et c'est vrai que les gens ont tendance un peu à l'oublier. C'est un terrain un peu global et le fait qu'il y ait l'âge qui rentre dans le jeu forcément, parce que bah, c'est pas parce que vous fumez une cigarette une fois que vous allez avoir un cancer du poumon, mais c'est l'exposition répétée sur la durée qui fera, et c'est pour ça que une grande partie des cancers arrivent après 50, 60 ans, pour ces raisons-là aussi. Quand on parle vieillissement, on entend aussi beaucoup parler de stéréotypes
par Mm. rapport au vieillissement. Alors, on en a dans tous les sens. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on en a des bons comme des mauvais, un peu des deux. Est-ce que vous savez un peu d'où ils viennent ces stéréotypes-là sur les personnes âgées? Alors, ils proviennent pour partie de la culture dans laquelle on est, pour partie donc de la culture de la société, on va dire de façon même plus large que la culture, euh, et pour partie de l'exposition personnelle qu'on peut avoir avec la réalisation de nos stéréotypes, et pour une petite partie de nos convictions personnelles. En réalité, c'est l'association en partie consciente et en partie inconsciente de d'un concept avec la catégorisation d'une personne. Donc, par exemple, on peut dire les femmes sont moins bonnes en maths que les hommes. C'est un stéréotype a toutes les chances d'être faux. C'est largement, enfin, il y a pas mal de littérature qui le démontre. Pour autant, ce stéréotype continue à exister et même est efficace puisque ben, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans les classes de secondaire, dans les filières scientifiques, il y a beaucoup de filles, mais dans les classes de maths post-bac, c'est une grande majorité de gars. Et bah, vous voyez, ça, c'est un effet de stéréotype. Alors là, je l'ai pris sur le sexisme pour essayer de nous détourner un petit peu pendant quelques secondes de la question de l'âge. Mais les stéréotypes sont de cette nature-là, c'est-à-dire que ils vont lier des choses comme si elles étaient indubitablement liées, alors qu'elles ne le sont probablement pas. En fait. Donc ça vient de multiples choses, et donc c'est toujours un peu difficile parce qu'en fait, il y a toujours eu et depuis très très longtemps, hein. On peut parler de la Grèce antique, il y avait déjà des stéréotypes positifs et des stéréotypes négatifs liés à l'âge, y compris dans la Grèce antique. Et c'est transculturel, parce que très souvent on peut avoir une espèce d'image un peu d'épinal en se disant que dans certaines cultures, par exemple en Afrique, il y aurait moins de stéréotypes négatifs liés à l'âge. Et en réalité, c'est en grande partie faux. Et ils existent aussi. Ils peuvent être plus ou moins prégnants, mais ils existent largement. J'ai toujours coutume de dire il y a pas de paradis pour les vieux fous, quoi. C'est-à-dire que en fait, quand si jamais vous êtes un personne âgée et qu'en plus vous êtes un petit peu atteinte sur le plan cognitif, ben en fait vous avez un gros stéréotype négatif à peu près partout où vous habitez sur la planète. Et il n'y a pas forcément d'endroit, je dirais, idéal pour ça. Et de votre expérience, là, je pense, à moins que ça ait été étudié, mais ces stéréotypes-là sur le vécu du vieillissement, est-ce qu'ils ont un impact ou pas? Oui, ils ont un impact, ça a été étudié multiples fois d'ailleurs. Donc, indépendamment des autres facteurs de risque, il provoque par exemple plus de problèmes cardiovasculaires, il y a plus de cancers, il y a plus de déclin cognitif. Quand il y a une maladie d'Alzheimer, on a pu suivre des personnes ayant une maladie d'Alzheimer avec donc des plaques amyloïdes dans le cerveau. Et donc ces plaques amyloïdes, leur rythme de progression est plus important si on a des stéréotypes négatifs liés à l'âge. Donc oui, les stéréotypes négatifs ont un impact direct sur les pathologies liées au vieillissement. Alors pourquoi c'est pas totalement éclairé, hein, pour être tout à fait honnête, mais l'hypothèse qui paraît assez vraisemblable, c'est que c'est médié probablement par le stress. En fait, les stéréotypes négatifs liés à l'âge font subir en fait, une forme de stress chronique. Et ce stress chronique, là pour le coup, on a donné de littérature pour savoir que en soi, c'est un facteur négatif d'évolution de plein de pathologies, par exemple les cancers, les facteurs cardiovasculaires, etc. Ça a été étudié notamment sur les stéréotypes racistes, plus que sur les stéréotypes agistes, mais je vous ai quand même donné quelques exemples où les stéréotypes agistes avaient été étudiés. Sur le stéréotype raciste, la question de la médiation par
par le stress chronique paraît assez vraisemblable. C'est intéressant et un peu cocasse, entre guillemets, de se dire que ben, tous les gens qui ont peur de vieillir et qui font tout pour ne pas vieillir accélèrent leur vieillissement en, en stressant sur la situation. Voilà, Euh, c'est ça. C'est un peu le problème d'un discours ultra protecteur qu'on pourrait entendre ici et là, euh, où on a tendance des fois à vouloir mettre les vieux sous cloche. Et je pense il faut pas que les personnes qui atteignent un certain âge se mettent à penser plus qu'à leur santé, quoi. Parce que c'est ça qui est le plus délétère, à mon avis, pour leur santé. Je pense qu'il faut qu'on puisse continuer à vivre d'abord et bien sûr à faire en sorte qu'on on vive le mieux possible pour soi d'abord et puis je dirais pour son bien-être aussi. Mais les enjeux de prévention sont des enjeux qui sont en fait sur l'ensemble de la durée de la vie et il n'y a pas un moment donné où il faudrait se mettre sous cloche parce qu'on a atteint un certain âge. C'est d'ailleurs toute la question, et c'est pas une question si simple que ça, de se dire est-ce qu'on doit préparer son vieillissement ou est-ce qu'on doit se préparer à vieillir. Euh, de mon point de vue, non. Voilà, je le dis un peu de façon brute, mais je suis prêt à en discuter parce que je pense qu'il y a des gens qui pourraient avoir un avis contraire et qui serait pour autant très intéressant à écouter aussi. Mais je pense que jusqu'à un certain point, il y a quelque chose de perdu dans cette surpréparation. Il faut probablement accepter qu'il y a un certain nombre de personnes ne veulent pas se préparer à rien. Et ça, c'est le droit au risque, en fait. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on ait encore le droit à prendre des risques. Et je vous rejoins pas mal sur ce sujet-là. C'est vrai que par expérience personnelle au cabinet, quand on voit des patients âgés, il y a souvent un peu deux catégories quand même qui se distinguent. Il y a les patients, bon, faut presque les tanner pour qu'ils viennent au rendez-vous pour faire leur renouvellement de traitement parce qu'ils ont plein de choses à côté, ils font plein de choses et leur santé, c'est vraiment pas la priorité entre guillemets, c'est pas une inquiétude première. Et ces gens-là, souvent, ils sont très actifs, ils font plein de choses et voilà, ils sont plutôt bien portants. Et à l'inverse, on a les patients qui prennent 4, 5, 6, 7 fois leur tension dans la journée, qui ne ratent aucun rendez-vous, voire prennent de l'avance. Et ceux-là, on les sent, mais en effet, plus préoccupés, plus abîmés par la santé. Après, l'œuf ou la poule, je sais pas trop, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a une cohérence dans le discours par rapport à moi, ce que j'ai pu voir sur ma faible expérience en tout cas. Oui, oui, je suis d'accord, j'ai la même expérience aussi, même en gériatrie. Petite pause pour vous parler de H, l'écosystème digital de prévention que nous construisons. Son premier outil, en cours de développement, sera Hippocrate, votre futur assistant santé qui vous aidera à prendre soin de vous au quotidien. Pour en savoir plus, rendez-vous sur h-solution-avec-s.fr, h-solution-avec-s.fr. C'est parti, on peut reprendre l'épisode. C'est un point que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire, on associe beaucoup le vieillissement au fait de perdre des fonctions. Mm. Comme si on associait le fait de passer à l'âge adulte comme le fait de perdre certaines choses et pas du tout comme une transformation de soi. Je sais pas ce que vous avez à dire un peu là-dessus. Est-ce que c'est vraiment, on perd vraiment quelque chose quand on vieillit ou est-ce que simplement on évolue? Ça dépend si on parle d'un point de vue populationnel ou d'un point de vue individuel. Si on regarde une population et qu'on mesure une fonction d'un organe, il y a toute chance que, quel que soit cet organe, la pente de la fonction soit négative avec l'âge. Il y a toute chance que on voit une diminution avec l'âge la fonction de l'organe, disons le cœur, le cerveau, le rein, l'œil, n'importe lequel des organes, on verra cette pente descendante. Donc cette pente, du coup, elle est connue de tout le monde parce que c'est notre expérience de voir ça chez les autres. On voit un certain nombre de personnes âgées et forcément, on voit aussi d'une façon populationnelle, et en plus, comme on a ces stéréotypes, on a tendance à faire davantage attention à ce qui va mal. Donc ça, c'est la question populationnelle. Au niveau individuel, il en va un peu différemment. En fait, rien n'est vraiment très certain sur ce qui se passe avec le vieillissement au niveau individuel. Parce que
on n'a jamais réussi à avoir quelqu'un qui n'aurait fait que vieillir. Forcément, quand vous vieillissez, vous êtes exposé à des facteurs de risque, la pollution, le travail, un certain nombre de choses. Donc, en fait, vous ne faites pas que vieillir, vous vieillissez toujours en faisant quelque chose, donc en utilisant votre corps et en l'utilisant plus ou moins bien, en mangeant plus ou moins bien, en étant exposé à la pollution ou pas, euh, en ayant des habitudes bonnes pour votre santé ou pas bonnes, etc. Donc, c'est difficile de se dire que c'est quoi le successful aging, c'est en grande partie des éléments indépendants du comportement des personnes qui l'expliquent, notamment des facteurs sociétaux et sociaux. Et inversement, euh, si la personne ne fait que s'occuper de son successful aging, encore une fois, il y a pas mal de chances qu'elle rate en fait son propre objectif. Donc voilà, je pense qu'il faut accepter ce qui se produit. Alors moi, j'aime bien prendre des exemples un peu concrets et se dire que le vieillissement, c'est quand même quelque chose qui traverse toute la vie. Donc en fait, quand on a une trentaine d'années, on a déjà vieilli. Et du coup, on peut se poser la question, mais c'est quoi mon expérience à 30 ans du vieillissement? Qu'est-ce que j'ai comme expérience du vieillissement? Donc, on en a déjà sur un certain nombre de points. Et moi, j'attire l'attention assez régulièrement de mon auditoire sur un point dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est assez exemplaire, à mon avis, de la façon dont on peut s'adapter, c'est la sexualité. La sexualité à 5 ans, à 15 ans, à 25 ans, à 35 ans, c'est pas la même. On a vécu déjà un grand nombre de modifications. Ça va continuer à 45 ans, 55 ans, 65 ans, 75 ans, 85 ans, 95 ans. En fait, toute notre vie, on va s'adapter différemment. Et il n'y a pas de bonne façon de faire. Mais en réalité, ça va changer tout au long de la vie. Il n'y a pas un moment non plus où ça devient stable. Assez régulièrement, on parle, ça c'est particulièrement en France, on parle d'un troisième âge, voire d'un quatrième âge, en groupant des gens qui ont au-dessus d'un certain âge. Alors, par exemple, on est au-dessus de 75 ans. Si vous pensez que les gens entre 20 et 40 ans sont un petit peu différents, il y a la même différence entre les gens de 75 et de 95, il y a 20 ans. Et 20 ans, c'est toujours 20 ans. Et donc, en fait, les gens de 75 ans ne se reconnaissent pas dans les gens de 95 ans, les gens de 95 ans ne se reconnaissent pas dans les gens de 75 ans, tout comme les gens de 20 et 40 ans ne se reconnaissent pas les uns dans les autres. Et je pense que c'est important de se dire qu'en fait, en réalité, la question du vieillissement, c'est une question qui est totalement transversale. On commence à vieillir assez jeune, en fait. C'est les Écossais qui avaient fait un travail de communication autour du fait qu'ils voulaient être le pays où il faisait bon grandir et vieillir. Et je trouvais ça intéressant de lier les deux. Growing and aging. Je trouve que c'est intéressant de se dire que finalement, l'expérience du vieillissement commence à l'école. Et que si on veut avoir une vraie politique de prévention du vieillissement, il faut s'intéresser à toutes les classes d'âge, y compris à l'âge scolaire. C'est exactement la remarque que je me faisais pendant que vous étiez en train de parler de. C'est vrai qu'au final, on dit vieillir. Et je me demandais à partir de quel cap, quand on parle de quelqu'un, on se dit il est plus en train de grandir, il est en train de vieillir. Alors qu'au final, c'est exactement la même chose. C'est Mm. exactement la même chose. Et je pense que c'est un point qui est super important à réussir à faire entendre et à faire comprendre parce que c'est ça aussi qui va aider les adolescents ou les jeunes adultes à prendre soin d'eux pour continuer de bien grandir et Mm. pas forcément mieux vieillir comme on Mm. a qui est quelque chose d'assez flou en fait. On pense que les problèmes de santé sont que des problèmes de personnes âgées et donc quand on est jeune, on a du mal à mettre des choses en place, en tout cas dans sa vie de tous les jours, pour juste prendre soin de soi. Et un autre point que je trouve important aussi, c'est dans cette quête permanente du mieux et de la performance, même dans le vieillissement, on en perd tout le côté qui est juste de vivre l'instant présent, Mm. je trouve. On finit par se perdre un peu dans des questionnements, dans des remises en question et dans des optimisations qui, au final, ben, peut-être que vous allez gagner un an de vie,
mais vous allez peut-être en perdre 8 à vouloir tout optimiser et tout faire. Donc, je pense que c'est important de se dire qu'il n'y a pas forcément de meilleure manière d'eux, et que parfois la meilleure manière d'eux, c'est simplement de vivre l'instant présent. Oui, clairement, je pense que c'est assez important de le rappeler, même si je pense qu'on en a tous l'expérience, mais on l'a de façon, euh, on l'a et on l'oublie, quoi. Mais enfin, ce qui suspend le temps, ce sont des choses qui n'ont pas réellement de temporalité. Par exemple, je prends cet exemple parce que c'est assez personnel, mais la première fois que ma fille m'a donné la main pour marcher, eh ben, c'est un moment magnifique, mais c'est un moment où le temps est suspendu finalement. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que l'expérience humaine est traversée de moments où le temps est suspendu. Et je pense que si on fait attention à ça, en réalité, on a plus de temps suspendu et donc du coup, finalement, on finit par gagner du temps sur la question de... Alors que si on se pose la question toujours de savoir qu'est-ce qui me reste comme tâche à faire, et ben oui, forcément, ça use. Un point important aussi, je pense, quand on parle, alors ça c'était quelque chose en gériatrie qui m'avait un peu fait bizarre, c'était la notion de plaisir aussi, pendant les hospitalisations ou autres, quand on faisait les MMS et toutes ces choses-là, on pouvait, en discutant un peu avec les patients, se rendre compte que bah, pour eux, vieillir, il n'y avait plus de plaisir comme avant, c'était plus pareil. Et moi, je trouve que c'est important de réussir. On parlait typiquement de la sexualité tout à l'heure, mais on peut parler de plein de choses, c'est-à-dire la nourriture, même s'il y a une perte de goût, même s'il y a tout ça. Je pense que conserver du plaisir quand on grandit dans des âges un peu grands, euh, c'est important. Est-ce qu'on a des études justement là-dessus? Ouais, ouais, on a des études qui vont très clairement dans de ce côté-là. Ça va sur des aspects de jardinage, sur des aspects de sexualité, sur des aspects Alors le plaisir gustatif, il est moins étudié, bizarrement, parce qu'en fait, ça serait, ça paraît plus intéressant, mais ça l'est un petit peu moins en tout cas, à ma connaissance. Peut-être que j'ai pas connaissance de tout, hein. Voilà, en tout cas, oui, oui, c'est clairement un facteur important du bien-être dans le vieillissement. Et rien ne l'empêche, en fait. À nouveau, euh, même dans la sexualité, on est souvent un petit peu poussé à la performance. C'est-à-dire que l'idée de la sexualité, c'est de parvenir au coït. Euh, et dès lors que du coup, éventuellement, on n'y arrive pas, eh ben, on est très très anxieux de ça, et notamment les hommes. Assez régulièrement, dans un couple, quand l'activité sexuelle s'arrête, l'origine vient de l'homme qui a peur souvent de perdre en performance. Alors que c'est aussi l'occasion de revivre une autre expérience sexuelle. Donc, l'idée, c'est de se dire que comment continuer à trouver du plaisir avec les difficultés ou la moindre performance éventuellement organique que je peux constater. Effectivement, si je regarde le 100 mètres, par exemple, bah, même les recordman du monde du 100 mètres à 100 ans, bah, ils font pas le 100 mètres en 10 secondes. Donc, et pour autant, ils prennent beaucoup de plaisir visiblement à s'entraîner et à continuer à faire du sport et à continuer à sentir leur corps bouger et à faire quelque chose avec. Et je pense que c'est ça qui est important en fait. Peu importe qu'ils fassent plus 10 secondes, en fait, tout le monde s'en fiche. Ce qui est important à voir, c'est le plaisir qu'ils prennent à faire le 100 mètres. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc, il n'y a rien de il y a d'inéluctable. D'ailleurs, enfin, pour le coup, la question du goût, c'est très souvent lié au médecin, hein.
La plupart du temps, c'est les médicaments hein, qui altèrent le goût. Enfin, quand les gens ont des troubles du goût, c'est plus souvent lié aux médicaments que lié au vieillissement. Hein. Voilà, enfin bref, oui, je pense que c'est important de se dire, il y avait une expérience qui avait été faite sur le risque de chute et que je trouvais super. C'était des Suisses qui avaient fait ça. Ils avaient fait un groupe de danse dans un EHPAD et la moyenne d'âge des personnes qui faisaient, c'était 81 ans. La plupart d'entre elles, parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes, on va parler au féminin du coup. La plupart d'entre elles, elles étaient déjà un petit peu en situation de handicap. Donc, ce groupe de danse, c'était pas de la Zumba, quoi. Hein. C'était visiblement un petit peu modeste, modéré. Et elles étaient filmées en train de danser. Et puis, elles avaient été comparées à un groupe à qui on donnait des conseils sur comment bien éviter les chutes, etc. Enfin, avec des bouquins, de l'activité, des conseils sur l'activité physique, etc. Et en fait, le groupe de danse s'en tirait mieux, quoi. Il y avait des performances sur le plan de l'équilibre et sur le plan de la prévention de la chute nettement supérieures à celui à qui on avait donné plein de conseils, quoi. Donc, c'était, c'était intéressant de voir que ce qui marchait, c'était aussi d'être ensemble, de trouver du plaisir à être là et de faire une activité qui, même sans être extrêmement intensive, suffisait à faire bouger le corps, quoi. Et je pense que c'est ça qui est, c'est ça. Ouais, et puis ça revient aussi au fait de se dire, bah, on aura beau donner tous les conseils qu'il faut pour tout un tas de choses, le mieux reste de faire Mm. plutôt que de dire. Et ça, je pense que c'est aussi vraiment très important. Je vous coupe 5 secondes juste pour vous demander de vous abonner si vous aimez le podcast et de mettre 5 étoiles sur Spotify et les plateformes comme YouTube ou Deezer. Ça nous soutient et nous permet d'avoir toujours plus d'invités exceptionnels. Je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y en a peut-être qui se posent la question, ok, bon, je comprends un peu la manière de voir et de visualiser pardon, les choses par rapport au vieillissement, mais je vous demande à vous, qu'est-ce que ce serait pour vous vieillir en bonne santé? Bien vieillir entre guillemets. Pour moi, c'est deux choses différentes. J'utilise rarement l'expression bien vieillir Hmm. parce que je trouve que du coup, elle suggère qu'il y aurait une façon de mal vieillir et ça me gêne. Vieillir en bonne santé, en fait, qu'est-ce que c'est que la santé? La santé, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental, social et psychologique. Je rajouterais volontiers environnemental aujourd'hui, et qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou de handicap. Donc, en réalité, vieillir en bonne santé, c'est vieillir avec pour objectif d'être dans cet état de complet bien-être. Alors, l'état de complet bien-être, on ne peut pas être en suspension comme ça pendant des années et des années, d'accord? Il va forcément y avoir des moments où ça sera pas Byzance, c'est évident, comme à tous les âges. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, mon objectif est là, quoi, quel que soit mon âge. À 95 ans, je peux viser à être en état de complet bien-être. À 105 ans, ou à 107 ans, ou à 110 ans, je peux viser à l'état de complet bien-être. Peut-être je ne vais pas y être souvent, parce que on n'y est pas si souvent que ça à 20 ans. Mais, et pour d'autres raisons, plausiblement, à 105 ans qu'à 20 ans. Mais en fait, cet état de complet bien-être, c'est plutôt une visée que quelque chose qu'on a régulièrement, qu'on vit très régulièrement. D'accord? Et dire qu'on vise à ça, en fait, quel que soit l'âge, ça, je trouve c'est intéressant parce que ça permet du coup de se dire, finalement, il n'y a pas de moment où il faut abdiquer. On peut chercher, même dans la maladie, même dans le handicap, à se développer, à être plus autonome au sens strict du terme, c'est-à-dire décider pour soi-même. Et ça, c'est un objectif finalement qui traverse toute la vie. La quête de l'autonomie est plus intéressante que la perte d'autonomie.
Mm. Et en fait, la quête de l'autonomie, c'est qu'on voit bien qu'elle est continue. Quand on a 10 ou 15 ans, ou quand on a même 20 ou 25 ans, on est déjà en quête d'autonomie. Et ben, en fait, à 75 ou à 80, on est encore en quête d'autonomie. Et cette quête d'autonomie, elle a quelque chose à voir avec la bonne santé. Pour moi, enfin, vieillir en bonne santé, c'est ça, c'est vieillir en se disant que euh, cet objectif n'est plus hors de portée. Il n'y a pas un moment où je vais me dire la bonne santé, c'est plus pour moi. Mm. Et je pense que c'est un bon message d'espoir. J'ai pas beaucoup d'auditeurs, plus aux alentours de 30, 30-40 ans, mais du reste, ça reste un bon message d'espoir, en tout cas pour ceux qui nous écoutent. Et c'est pour ça que j'ai tiqué un peu sur le bien vieillir, parce que, en effet, il n'y a pas de façon de mal vieillir. Et parfois, on voit même des gens qui ont peut-être 70, 75, 80 ans, en meilleure santé selon cette définition que des jeunes qui ont 20, 25 ans. Et je pense que ça, c'est un bon rappel à faire aussi, c'est que bah, la santé, c'est un peu quelque chose qui est comme ça, une ligne droite, et des fois, on va venir la toucher, et d'autres fois, on va s'en éloigner, on va venir la toucher, et c'est pas un état complet de je suis en bonne santé, et c'est encore moins, pardon, parce que votre prise de sang est normale, que vous êtes en bonne santé. Ça, faut qu'on arrive à éduquer un peu sur ça, parce que c'est un trou. Et dans cette quête d'autonomie-là, justement, le système dans lequel on vit, qui quand même médicalise et surmédicalise beaucoup, il altère au final cette recherche d'autonomie que les personnes peuvent avoir. Enfin, on retourne sur les stéréotypes. Oui, effectivement. Enfin, je pense que si on pense que le vieillissement est une sorte de maladie du corps, forcément, on médicalise le vieillissement. C'est-à-dire que du coup, on se dit, il faut un médecin, il faut faire un bilan de santé à tel âge. En fait, on redécoupe la vie en tranches, comme si les expériences étaient fondamentalement séparées par des âges clés, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment catastrophique, oui. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à ne pas médicaliser et souvent quand on me pose des questions un petit peu compliquées sur une personne âgée dans son état de santé, ma réflexion et la manière dont je fais évoluer la réflexion éventuellement de la personne qui me pose la question, c'est je lui demande mais finalement elle aurait 45 ans, pas de troubles cognitifs, qu'est-ce que tu ferais? Et finalement, on réouvre un certain nombre de possibles comme ça. Après, on réfléchit. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réfléchir, mais on enlève ces manières d'enfermer les gens dans des catégories et ça permet de réfléchir de façon un peu plus positive. Donc oui, c'est important de se dire finalement, on n'a pas, mais la médicalisation, elle touche pas que le vieillissement, elle touche une grande partie de plein de choses dans la vie des humains, hein. Je pense que je suis pas anti-médical, hein, je suis bien, je suis très content d'être médecin et j'adore mon métier. Et je pense qu'il est extrêmement utile, mais pour autant, je pense qu'il n'est pas à la base de la bonne santé. Il en fait partie, il y participe, mais il n'est pas à la base de la bonne santé. L'espérance de vie a beaucoup augmenté, en partie liée aux médecins, mais en partie liée à plein d'autres choses. L'amélioration des conditions de travail, l'amélioration, la diminution de la lutte contre la pauvreté, etc. Enfin, l'amélioration des conditions d'hygiène. Il y a plein de choses qui ont pu participer à cet allongement de l'espérance de vie qui n'ont absolument rien à voir avec la médecine. Et il en va de même, bien sûr, pour le bien-être, qui a de nombreuses dimensions, y compris économiques, de sécurité, etc., qui n'ont rien à voir avec la médecine. Sans dire que la médecine est à mettre à l'extérieur. Non, la médecine est à mettre à l'intérieur, mais elle n'a pas lieu, elle n'a pas à être au centre, ni même dominer les autres. Elle doit prendre sa place et participer au mécanisme, mais sans vouloir résumer la manière dont on peut améliorer la santé de la population.
Ouais, je partage complètement votre point de vue. Il y a plein de choses. Et puis, je trouve que la santé, c'est aussi, et ça on oublie un peu, c'est quelque chose qui se joue un peu au quotidien, au final. C'est dans la vie de tous les jours, c'est les actions que vous faites, comment vous mangez, comment vous dormez, et toutes ces choses-là. Et c'est pas simplement. Souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est oui, l'espérance de vie augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne, voire tend à diminuer. Euh, Ce qui montre bien que oui, on vit peut-être plus longtemps, mais peut-être plus longtemps en moins bonne santé aussi. Donc, il faut remettre ça en perspective. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça que l'espérance de vie en bonne santé stagne. Pendant Ouais, longtemps, elle a continué à progresser. Il y a même eu un moment où elle progressait plus vite que l'espérance de vie. Euh, mais oui, enfin, c'est la question. Et d'ailleurs, il en va. Enfin, la courbe de l'espérance de vie en bonne santé n'est pas la même selon tous les pays. Donc, on voit mm, bien qu'il y a un effet aussi systémique qui est indépendant de la médicalisation. ouais, complètement. Complètement. Je vous interromps juste 5 secondes une dernière fois pour vous préciser que si vous souhaitez contester une chose qui a été dite durant l'épisode, vous pouvez le faire avec le lien en description qui vous emmène vers un Google Doc où vous pouvez, étude à l'appui, nous justifier vos contradictions. N'hésitez surtout pas. Est-ce qu'il y a quand même des points de vigilance à avoir plus on avance en âge? Alors, moi, sur le podcast, on met toujours un peu quatre piliers pour la santé en avant, qui sont le sommeil, l'alimentation, l'activité physique et la santé mentale. Est-ce que dans ces quatre choses-là, il y a quand même des choses sur lesquelles on doit être un peu plus vigilant ou qu'on doit un peu plus encourager, nous en tant que médecins ou en tant que famille, euh, ou bien est-ce que c'est simplement comme tout le monde, au final, continuer de bien manger, bien bouger et puis prendre soin de vous? Moi, je dirais que c'est comme tout le monde. Voilà, alors, ce qui est important, c'est de ne pas l'oublier, par contre. Parce que, en fait, euh, on retourne sur l'idée de ne pas abdiquer. En fait, il y a pas d'âge auquel il faut abdiquer les questions en rapport avec la prévention. Donc, c'est celle que vous venez de citer, hein, il n'y a pas d'œil secret. Mais il n'y a pas un âge où ça devient futile de s'en occuper. Donc, à 95 ans, à 105 ans, on peut faire de la prévention. Et faire de la prévention, bah, c'est ça, c'est bien bouger, bien manger, bien dormir faire en sorte que, enfin, d'avoir des rapports sociaux donc de lutter un peu, soit à la fois contre son propre isolement, si tant est que l'isolement soit mal vécu, hein, parce que c'est pareil, on n'est pas tous pareils, on vit pas tous les mêmes expériences. Il y a des gens il y a des gens qui vivent plutôt pas mal en étant selon le point de vue des autres, très isolés. Je prends cet exemple parce que je le trouve très marquant. J'ai un ami à moi, Frédéric Ballard, qui a fait une étude pendant, il y a un petit peu de temps maintenant, mais il a suivi des personnes qui avaient 90 ans au début de son étude et il allait les voir régulièrement en leur posant des tas de questions sur leur expérience du vieillissement. Alors, c'était pas un médecin, il était anthropologue de la santé. Il y a un de ces informateurs qui vit dans un petit mât du côté de Montpellier, hein, dans un petit mât. Il est tout seul dans son petit mât. Il dit d'ailleurs de lui-même qu'il est le dernier des Mohicans. Et sa fille, qui habite une grande ville, je ne me rappelle plus laquelle, disons Grenoble, lui propose de venir habiter dans le même immeuble que lui, qu'elle, que sa famille. Mais d'y habiter chez lui. D'accord. Il n'y a pas de problème apparemment d'argent dans cette famille-là. Donc ils disent, tu auras ton appartement, tu seras chez toi, tu amènes tes affaires, comme ça, bah, on pourra être plus souvent ensemble. Tu pourras venir quand tu veux, puis quand tu veux pas, tu resteras chez toi, il n'y a pas de problème. Et lui, il refuse cette proposition. Et il explique à Frédéric, là-bas, je serai seul. Et ça, c'est étonnant parce que ça paraît bizarre. La proposition n'est pas celle-là. Et il rajoute un petit peu plus tard, ici, chaque pierre me parle. Et ça, c'est important parce que, en fait, on projette sur les autres des peurs qu'on a en soi, en fait, souvent.
Et il faut vraiment écouter les gens pour se rendre compte de leur propre expérience du vieillissement. Et du coup, bah, ne pas vouloir leur plaquer des solutions qui peuvent paraître pas totalement débiles, mais qui le sont en fait par rapport à leur propre expérience. C'est s'adapter un peu aux besoins de chacun. Mais Mm. quand même, l'isolement en lui-même, je pense que là, il y a eu pas mal d'études dessus, c'est un facteur de déclin ou pas? Parce que moi, je le vois avec des patients qui sont veufs, veuves, et qui, ben, après, se laissent un peu glisser. Alors, est-ce que c'est l'isolement? Est-ce que c'est le fait d'avoir perdu quelqu'un? Ça, je suis pas en mesure de le dire, mais voilà, le retour à la vie solitaire a l'air quand même d'abîmer un petit peu. C'est très difficile. En fait, il y a deux concepts qu'on mélange régulièrement et qui sont pourtant très séparés, c'est la solitude et l'isolement. En fait, la solitude, c'est un sentiment. Et on peut avoir un sentiment de solitude en n'étant pas isolé. Et inversement, on peut être isolé sans avoir le sentiment de solitude. Et en fait, ce qui est réellement négatif pour la santé, c'est le sentiment de solitude. Beaucoup plus que l'isolement. Voilà. Donc, si vous comptez les contacts sociaux des gens, vous faites fausse route. Euh, Par contre, si vous leur demandez est-ce que vous vous sentez seul, à mon avis, vous avez une question qui est intéressante à travailler. Voilà. Ce sentiment de solitude, il existe, il est important, effectivement, avec le vieillissement, notamment par le veuvage. C'est certain. Il est plus important chez les personnes de plus de 75 ans que dans l'ensemble de la population. Mais il existe déjà dans l'ensemble de la population. Il y a 10% des Français qui, quand on leur pose la question est-ce que vous ressentez de la solitude, disent que oui. 10% de l'ensemble des Français. Alors c'est 27% des gens de plus de 75 ans. Donc c'est plus, mais vous comprenez que c'est quand même 10% de la population française. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un grand nombre de personnes beaucoup plus jeunes qui ont également ce sentiment de solitude. Donc ouais, ce sentiment de solitude, il est mauvais à mon avis pour la santé. Par contre, il n'est pas simple d'y trouver réponse. Et notamment, là pour le coup, vous voyez bien qu'on plafonne un petit peu avec la médecine. C'est-à-dire que c'est pas seulement la médecine qui va trouver des solutions à cela. Et par exemple, on pourrait être étonné de ça, mais parmi les gens qui se sentent le plus isolés, il y a les gens qui sont en EHPAD. Pour autant, si vous comptez leurs contacts sociaux, ben non, vous voyez bien qu'ils en ont tous les jours, ils voient du monde, et souvent de monde différent d'ailleurs. Mais en réalité, si vous leur demandez s'ils se sentent seuls régulièrement, ils vous répondent que oui, ils se sentent très seuls. Et donc, vous voyez qu'il y a deux choses un petit peu qu'il faut un petit peu séparer dans notre tête entre l'isolement et la solitude. J'avais vraiment jamais entendu cette distinction-là, et c'est vrai qu'elle est elle est très claire, et ça fait aussi penser, ben, comme vous dites, les gens qui se sentent seuls peuvent être entourés de plein de gens autour, et parfois on retrouve du réconfort aussi contre la solitude dans ben, nos petites habitudes du quotidien, dans des endroits qu'on aime et dans dans nos lieux de vie, typiquement avec votre exemple. Donc c'est une belle question à poser en tout cas aux gens autour de vous, peu importe l'âge, de leur dire est-ce que vous vous sentez seul ou pas, parce que je pense qu'on peut avoir quelques surprises en matière de réponse. On a fait bien le tour un petit peu. Moi, j'ai une question pour vous. Alors, je sais pas si vous avez la réponse, parce que c'est peut-être la question à 1 million, mais comment on peut faire évoluer justement le regard de la population et de la société et des médecins, typiquement, parce que je pense qu'on n'est pas hors de propos, euh, sur la vision justement de l'avancée en âge et du vieillissement. Je pense que il faut. La réponse n'est pas si simple que ça. La réponse, elle est à multiniveau. Il y a une réponse qui reboucle sur des choses qu'on a déjà dit précédemment, c'est de démédicaliser la société. Et ça dépend pas directement des médecins, ça dépend de l'ensemble de la société. Donc, c'est une évolution sociétale auquel on peut participer, bien sûr, en tant que citoyen. On ne va pas faire la démédicalisation de la société à nous tout seuls comme ça. Ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose qui nous dépasse et qui est important là-dedans. Après, il y a une question de formation.
Euh, Forcément, en tant que professeur de médecine, j'y suis assez sensible, qui est du coup de détruire un petit peu les mythes, de participer à cette, à ce mouvement-là en se disant, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Et là, je pense que c'est important. Et puis, à chaque niveau, c'est important, c'est-à-dire de savoir témoigner chacun à notre niveau de ce que on vit de bien avec le vieillissement. Moi, je regarde en arrière, je ne retournerai pas en arrière. Je suis hyper heureux d'être là où je suis aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est important du coup aussi de se dire ben, quel est le chemin parcouru et comment ce chemin parcouru peut éventuellement être ben, une source de plaisir. Et l'idée moi je le mets souvent en avant, l'idée c'est de chercher et de trouver du plaisir à vieillir, de chercher et de trouver du plaisir à se faire du bien de manière générale, si on veut être encore plus global. C'est-à-dire que au fond, le discours très dogmatique sur la prévention a peu de chances d'être efficace. Le discours qui marchera sur la prévention, c'est le discours qui entraînera les gens autour de la notion de plaisir. Pas un plaisir immédiat, je dirais, boulimique. Il y a du plaisir qui détruit, oui. Le gars qui se shoot, par exemple, avec une dose d'héroïne, au moment où il fait le shoot, probablement que dans un certain nombre de cas, et c'est pas tout le temps, mais dans un certain nombre de cas, il peut y avoir une sorte de plaisir, et pour autant, il est en train de se détruire. Et c'est pas ce plaisir-là dont je parle, c'est le plaisir dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le plaisir de la complétude, le plaisir du développement, le plaisir de se sentir complètement soi-même et en entier. Et ça, c'est des plaisirs qu'on peut ressentir, y compris avec le handicap, y compris avec la maladie. Et les personnes en situation de handicap ont beaucoup de choses à nous apprendre de ce point de vue-là. On est toujours à chercher à aider les gens, mais plutôt que de vouloir les aider, on pourrait aussi essayer d'apprendre d'eux. Les personnes qui sont en situation de handicap ont souvent une vie très dense. Qui est très intéressante à regarder parce qu'on se dit finalement, il y a des choses à vivre même avec un handicap. Et donc, il n'y a pas de raison qu'à 95 ans, en raison du handicap, je n'ai plus rien à vivre. Donc voilà, je pense que c'est ça le message, c'est individuellement de savoir témoigner, individuellement de faire en sorte, je dirais, de bien faire son métier et d'être un étudiant attentif au discours sur la question de l'agisme, la question des stéréotypes. Et puis, bah, collectivement, et là, on rentre dans le politique, de faire évoluer la société. Mais là, c'est une autre paire de manches, hein, et ça ne dépendra pas que de nous. Mais comme vous dites, on a notre capacité d'impact personnel et donc c'est pour ça que cette question est là aussi, c'est d'essayer de faire un petit peu évoluer les choses. Et c'est vrai que enfin, vous avez raison, il y a plein de euh, peurs qu'on projette sur les gens. Typiquement, je pense, je sais pas si vous connaissez euh, Olivier Goua, pardon, qui est un entrepreneur qui a atteint de la SLA justement et qui montre que, ben, en effet, malgré le fait qu'on puisse plus marcher, plus parler et être en fauteuil roulant, on peut être quasiment le plus heureux des hommes dans une espèce de complétude de l'instant présent. Et je pense que ça, voilà, si les gens sont intéressés, il y a un film qui s'appelle Invincibilité sur son histoire qui est très très chouette à aller voir. Bah, écoutez, je pense qu'on est pas trop mal à niveau timing. Juste petite question pour conclure. Est-ce que vieillir, c'est si horrible que ça? Bah, donc non, hein, je pense que vieillir en soi, c'est pas horrible, c'est une expérience humaine, je pense que c'est pas horrible. C'est ça, c'est lié à une question de peur et je pense que c'est intéressant qu'on en ait conscience pour pouvoir justement surmonter cette peur. Il faut savoir qu'elle existe.
Si on la nie, en fait, c'est une bonne façon d'y être piégé dedans. Donc, je pense qu'il vaut mieux pouvoir l'affronter. Pour l'affronter, il faut la connaître et il faut la reconnaître. Effectivement, quelque chose nous rapproche de la mort et donc forcément, ça, c'est quelque chose qui peut faire peur. Et je pense même que c'est sain que ça puisse faire peur. Et donc, c'est intéressant d'y faire face et au contraire, tout à l'heure, de se dire comment faire pour affronter cette peur. Et il n'y a pas d'autre situation, il n'y a pas d'autre façon de le faire que d'activer au contraire des stéréotypes positifs en rapport avec ce qu'on a dit, l'expérience qui progresse, la façon dont on peut à tout âge se faire du bien et suspendre le temps éventuellement. Si tu me permets, je vais finir avec aussi un petit exemple que j'utilise assez régulièrement aussi en cours. Parce que je trouve que c'est un point hyper important, très très pratico-pratique, mais qui est intéressant. Si vous avez un patient de 20 ans qui arrive à votre cabinet et qui a une canne, il y a à peu près toutes les chances que la première question que vous allez poser à votre patient en regardant la canne, c'est qu'est-ce qui vous arrive? Si le patient a 95 ans et qu'il arrive avec la canne, il y a des chances qu'il sorte du cabinet et que vous n'ayez même pas vu la canne. Eh ben, c'est ça qu'il faut arriver à déconstruire. Ces deux patients ont exactement le même problème de santé, ils ont un problème de mobilité. Ils n'ont pas forcément la même cause de ça, ils n'ont pas forcément la même probabilité de s'en sortir. Mais nous, notre métier reste le même, c'est qu'on s'intéresse à ça. On se dit, qu'est-ce qui vous arrive? Du coup, si on arrive à le dire, c'est qu'on a vu la canne. Si on a vu la canne, c'est que déjà, on a réussi un petit peu à déconstruire dans notre tête que ce qui est normal, c'est d'avoir une canne quand on a 95 ans. Hmm. Voilà. Je me souviens de cet exemple-là. Ça marche. Bah écoutez, on va pouvoir clôturer l'enregistrement là. Je vous garde juste 30 secondes le temps de conclure. Et puis, on sera bon. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Vous avez maintenant des outils pour prendre soin de votre santé au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.